Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver en direct sur Canal Algérie pour votre émission hebdomadaire. C'est l'heure du foot. Au sommaire de ce 29e numéro de la saison, on va revenir sur malheureusement la défaite, la lourde défaite concédée hier soir par l'Entente de Sétif en demi-finale de la Ligue des champions africaine face au Ahli du Caire. On reviendra sur cette partie et la prestation des coéquipiers de Khdaïria. On parlera de la Liga évidemment avec la 29e journée qui s'est disputée ce week-end, mais aussi la Ligue 2 où le suspense est toujours entier hein, pour l'accession dans les 200, dans les deux groupes centre-est, centre-ouest. On finira par la parenthèse de Sahara. Cette fois-ci, on va se focaliser désormais sur les Jeux méditerranéens qui vont se dérouler à Oran. On est à moins 50 jours, un peu moins de 50 jours en tout cas avant le lancement officiel de ces Jeux. Donc, ça sera on va dire que l'émission C'est l'heure du foot va aussi se focaliser sur cet événement qu'organisera notre pays. Pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau nos deux consultants. On va commencer avec Farid Aït Saada. Farid, bonsoir. Bonsoir Saïd, bonsoir à tous. Et de l'autre côté de la table, toujours présent, très classe aujourd'hui. اليوم راهو عيد اليوم C'est gentil. عبد C'est النور gentil. كوا. Bonsoir Saïd, bonsoir Farid et bonsoir à mes amis. هذا حوايج العيد جدد. مليح, c'est bien. C'est toujours jeune. Bien sûr. Merci d'être avec nous et merci d'avoir répondu à l'invitation, quoique ما كانش عندك le choix. Bien sûr, il n'y a pas de choix. Mais Toujours c'est présent. c'est un réel plaisir de se retrouver tous les dimanches. C'est rubrique 3 de Kawa, c'est jingle. Abdelnour, les 3 points qui vous ont marqué cette semaine. Là, vous l'avez déjà dit en passant très très vite d'ailleurs. Hein. Mais bien sûr, ce qui m'a appréhendé sur cette semaine, c'est le match d'hier de l'Entente de Sétif, avec une très très lourde défaite, un 4-0. C'est pas... Bon, on s'attendait peut-être à une défaite, mais pas de ce score. Donc on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Bien évidemment, c'est l'officialisation pratiquement, à moins d'un miracle. Mathématiquement, c'est pas encore. Vous parlez du NAT. Mathématiquement, du NAT qui est pratiquement relégué en D2. Là, il faudrait vraiment que le NAT puisse gagner les 5 matchs restants et que les... Quasiment acté puisqu'il y aura d'autres matchs aussi qui vont se dérouler, donc ça sera quasiment mission impossible. En attendant de voir qui va rejoindre le NAD de Tlemcen et Relizan, bien évidemment. Et enfin, en troisième position, c'est un peu, vous l'avez déjà dit, c'est un peu la D2. On est en train de voir au centre-est et centre-ouest, il y a 2 clubs. Il y a Temouchent et le Bayad qui sont côte à côte pratiquement. Et de l'autre côté, le Khenchla et Borjoumen. Donc il reste 2 matchs. Bon, si on arrête le championnat aujourd'hui avec ces 2 matchs et que ces équipes gagnent les 2 matchs restants, ça va être, comme est le classement, ça va être bien évidemment le Bayad et Khenchla qui accéderont. 2 clubs qui vont découvrir la Liga la saison prochaine. Bon, Khenchla, ça serait... Khenchla, on jouait déjà. Voilà, il était déjà en D1, mais ça serait une première pour le Bayad, beaucoup plus. Le Bayad accepte, absolument. Très très bien. On va passer donc à l'autre rubrique de cette émission, donc la Liga, après ce jingle. C'est la CAF évidemment, merci à Youssef de me rectifier. Donc on va commencer par cette lourde défaite de l'Entente de Sétif hier au stade de Salem du Caire. Une défaite 4-0, messieurs. C'est vrai qu'on s'attendait, comme l'a bien expliqué Kawa, peut-être à une défaite. On savait que jouer le Ahly chez lui devant ses supporters, ce n'est jamais une mission aisée. Mais on ne s'attendait pas à une telle déconvenue de l'Entente Faïd Saada. Il y a certains qui s'y attendaient pas, d'autres qui s'y attendaient, parce que
Peut-être que Ça me sur... ce qui a motivé le Ahli du Caire, c'est justement la performance de l'Entente lors du précédent tour. C'est-à-dire l'Entente qui a éliminé l'Espérance de Tunis à Tunis même, en la battant chez elle. Ça a démontré aux Égyptiens que cette équipe est à prendre au sérieux quand elle joue à l'extérieur. Et c'est ce qui a motivé le Ahli pour essayer de plier le match dès le début. Et ça s'est concrétisé avec un premier but dès la 4e minute. Après l'expulsion de Qarawi n'a pas quand même aidé cette équipe de Sétif. Ça a contribué à la noyer encore plus. Et voilà, on a vu une seule équipe sur le terrain, 4-0. Au vu des prestations des deux clubs sur la scène africaine ces 2 dernières années, c'est un peu logique parce que le Ahli est un habitué des demi-finales de la Champions League. L'Entente de Sétif est plus irrégulier à ce niveau ces dernières années. Mais moi, je dis quand même chapeau à l'Entente de Sétif. Il y a encore le match retour en football. Et ça s'est vu dans beaucoup de pays dans le monde ces derniers temps. Tout reste possible. Ça sera plus qu'historique. Hein, oui, si l'Entente mais venait à disons refaire que son déjà, retard. chapeau à l'Entente pour son parcours, même si elle sera éliminée en ces demi-finales. Abdallah, est-ce qu'avec l'expulsion de Qarawi à la 35e minute de jeu, la mission devenait encore plus compliquée pour l'Entente de Sétif? Est-ce que vous pensez que ce lourd score, en tout cas, s'explique surtout aussi par le fait que l'Entente a joué en infériorité numérique? Non, pas du tout. Pas du tout. On a vu beaucoup de matchs où des joueurs ont été expulsés, qui ont terminé avec 10 joueurs pratiquement tout le match, et qui ont réussi à maintenir la dragée haute à l'équipe adverse. Non, moi, ce que je dirais, c'est qu'on a vu Sétif. C'est vrai que Qarawi est une pièce maîtresse de Sétif, hein, avec l'expérience qu'il a, et c'est un meneur au niveau du milieu de terrain. C'est vrai que sa sortie a un peu pénalisé mais ça n'explique pas un peu, pour moi, hein, ce que j'ai vu hier en première mi-temps et surtout en deuxième mi-temps. À 10, on joue une demi-finale de Coupe d'Afrique. On n'avait pas à ouvrir le jeu pratiquement. Parce que là, ce qu'on a vu, on a vu beaucoup de bévues. C'est vrai que exactement, vous faites bien d'en parler, sur les buts encaissés, messieurs, ouais. On sentait une certaine, quasiment une faiblesse, en tout cas au niveau du marquage, et notamment en Il y avait défense. une fébrilité À ce niveau-là qui est assez anormal. Il faut dire aussi que le Ali est une des meilleures équipes africaines, hein. Ça, il ne faut pas se le cacher. Il n'y a pas de doute là-dessus. Sur les buts encaissés, voilà, c'est des buts évitables. Arrivé en demi-finale, sachant pertinemment qu'on allait jouer contre une équipe qui est une des meilleures équipes africaines, moi je pense personnellement qu'il fallait peut-être pas essayer de refermer le jeu, surtout quand ils étaient à 10. Essayer de fermer le jeu au maximum, mais essayer de ne pas encaisser beaucoup de buts. Moi le score pour l'entente de Sétif, ça aurait été un 2-1, un 3-1, ça aurait été pratiquement jouable. Là, 4-0, c'est lourd. À 2-0, ça aurait pu, en tout cas, laisser entreprendre l'espoir pour le match retour. Donc, il suffisait. Ils ont eu des occasions de marquer des buts. Hein. Bon, et avant la fin de la première mi-temps. Mais c'était pas net, c'était pas suffisant. Maintenant, le match retour, généralement, on dit, bon, en football, tout est possible. Mais très fort aujourd'hui, à 4-0, qui puisse faire une remontada, ça serait comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça serait un exploit monumental, absolument. Je pense. Fallait justement sur ce match retour, on va passer au match retour. Dans quel état d'esprit l'entend aborder ce match retour, selon vous? Peut-être c'est paradoxal, mais peut-être que l'Entente jouera sans pression, soulagé, parce que dans la tête de beaucoup de gens, l'Entente est déjà éliminée. Ça va leur permettre de jouer relâché, sans pression, et peut-être essayer de remonter au score. Bah, ça sera difficile, parce qu'il ne faut pas oublier que cette équipe du Ahli, c'est à 80% l'équipe d'Égypte des locaux. Et à 70% l'équipe d'Égypte tout court. Donc c'est une équipe qui a des automatismes, qui a l'habitude de voyager, qui voyage très bien. Et encore, ça sera facile pour les c'est le Ahli tout court, hein, donc pas besoin de présenter cette équipe. Qui voyage bien en Afrique subsaharienne, alors encore mieux en Afrique du Nord, même c'est si le même climat, etc. beaucoup disent que le Ahli, ces 2 dernières années, ce n'est plus le
grand Ahly d'il y a quelques Oui, années. c'est pas. Déjà que le Ahly a fini deuxième Le dans son Ahly, groupe. Donc, le Ahly n'est plus aussi souverain qu'il était les exact, dernières années. exact. Même dans le championnat, il gagne, mais avec des scores étriqués en marquant des buts dans les dernières minutes. C'est vrai, et c'est le reproche qui a été fait par les supporters ces dernières semaines. Mais quand même, il y a le poids de l'histoire, il y a le poids de l'expérience quand Bien même. sûr. C'est important. Donc 4-0. C'est vrai que rien n'est joué dans le football. Il a été prouvé que Très rien n'est difficile, irréversible. très difficile. Mais là, si l'entente n'arrive pas à marquer dans les premières minutes, dira, bon, l'essentiel pour l'entente, c'est de gagner pour sauver pour prouver que Exact. arriver à ce stade n'a pas été sortir une avec les honneurs, coïncidence. sortir avec les honneurs à domicile, ce sera la semaine prochaine. On souhaite voir du monde et que la fête soit grande, hein, même si ça pour la qualification. Moi, je pense que sortir par la grande porte, Abdelnour, et en finale. absolument. Même perdre contre le Ahly, moi je vous l'ai dit, ce n'est pas un peu le score qui est un peu lourd. Mais Vous c'est disiez une défaite. tactiquement, l'entente aurait dû mieux jouer, mieux Oui, entreprendre ce match mieux après l'expulsion. voilà, Ils auraient mieux dû fermer le jeu. fermer le jeu. Absolument. Voilà. Il n'était pas question, bon, jouer peut-être par des contres, ils l'ont fait d'ailleurs à 2 ou 3 fois, mais ce n'était pas suffisant. Moi, je ne suis pas tellement d'accord pour dire aujourd'hui que le Ahly n'est pas le... Ça reste quand même une grande équipe. Vous savez, quand on parle d'une équipe, on parle un peu de son passé. Et c'est avec ça qu'ils arrivent. Vous savez, le Ahly, on a eu l'occasion de jouer le Ahly en Coupe d'Afrique. D'ailleurs, l'un des plus grands matchs que vous oui. avez disputé à Donokawa, c'était face au Ahly. Face au Ahly. Mais Petit clin d'œil. indépendamment de ça, jouer avec un stade plein à craquer, et c'est un stade nouveau, hein, qui a été créé en 2009, il me semble. Bon, qui ne contient pas énormément. Mais s'ils n'avaient jamais joué au Cairo Stadium, où il y a pratiquement 70 000, ça aurait été autre chose également. Hein. Ça aurait été Mais plus... moi j'ai vu un peu la galerie du Ahly, c'est une galerie extraordinaire. Ils ont encouragé leur équipe du début du match à la fin du match. Donc c'est une défaite. Bon, qu'il faut savoir digérer et préparer le match retour en essayant de faire du mieux qu'ils peuvent. On souhaite bonne chance à cette équipe de l'Entente, Steve. On espère voir l'Entente, en tout cas, en mois gagné au match retour, histoire en tout cas de sortir avec les honneurs. Déjà que leur parcours dans cette Ligue des Champions est très très honorable, avec tous les problèmes qu'a vécu l'Entente cette saison. On passe à la Liga après ce jingle. Place au football national. Le 29e journée de Ligue 1 qui s'est disputée vendredi. Ça a été un match assez terne, en tout cas, et pauvre en occasion, et qui s'est soldé par un résultat vierge entre celui qui a opposé les deux équipes, à savoir la GS Kabylie au CRB Louis Z. On s'attendait à mieux. On va voir, voilà, on a les images en direct. Le match était sur vos écrans dernier. Abdelnour, un match nul, 0 partout. On s'attend de la part de ces deux équipes. Vous savez, l'enjeu, on dit que généralement l'enjeu tue le jeu. Donc chaque équipe, on a vu 2 mi-temps, surtout une première mi-temps très très timide des deux équipes. Je pense que chaque équipe voulait garder sa case vierge. Ils l'ont fait. En deuxième mi-temps, il y a eu un peu de mouvement, mais malheureusement sans aucun. C'est un match nul qui arrange beaucoup plus le CRB, puisqu'il joue en déplacement. Le JSK avait besoin de cette victoire pour essayer de se rapprocher davantage du groupe de tête. Malheureusement, ça s'est terminé par un nul. De toutes les façons, vous savez, quand on voit un peu l'historique de ces deux matchs-là, CRB-JSK, il y a eu près de 104 matchs qui ont été joués. Et ils sont pratiquement au même nombre à 2-3 victoires près. C'est à peu près ils sont à égalité de score sur les... Même si le CRB était la bête noire de la GSK ces dernières années, mais il y a eu la victoire des Canaries au match aller au 20 août. Bon, c'est un match, comme je vous l'ai dit, qui arrange beaucoup plus le CRB. Attention au CRB, là, hein, parce que là, on a vu, ils sortent d'une défaite contre Shalom-Leyde, un nul aujourd'hui, vendredi contre la JSK. C'est vrai qu'ils ont 4 matchs de retard. Mais il faudrait qu'ils reprennent goût un peu aux victoires s'ils veulent vraiment se détacher et rester en tête du championnat. Falid Aïtsaada, la GS Kabylie, de tout perdra en cette fin de saison. Elle qui
qui était sur 3 victoires consécutives à l'extérieur, US Biskra, il y avait cette victoire aussi à Relisen, à Shelromelade, mais à domicile, c'est une équipe qui a du mal à déjà marquer. Déjà la défaite face à l'Aïf Sochlev, il y a 2 journées de cela, tenu en échec aujourd'hui par le CRB, face à l'USMA aussi, match nul, un but partout, et pas mal de contre-performances à Tizi Ouzou. Comment l'expliquer? Ben, ça a été le cas la saison passée, la saison d'avant. Avant, il y a quelques années, la JSK était Imprenable à Tizi. Voilà, était presque quasiment imbattable à Tizi Ouzou. Là, on ne sait pas. Peut-être que l'année dernière, ça c'est pas. Et encore, ça a été une aubaine. Le huis clos a exact, été une aubaine exact. parce qu'il n'y avait pas la pression des supporters. Justement, d'où ma question. Est-ce que c'est la présence des supporters aussi peut mettre à mal les joueurs, notamment au stade de Tizi Ouzou, à déplorer aussi la réaction des supporters à 10 minutes du terme. Ils ont commencé à insulter les joueurs. C'est malheureux. C'est malheureux. Ça, c'est une frange des supporters. Une frange, évidemment. Oui, Est-ce que cela, justement, tout cela fait que les joueurs de la JSK ont du mal à s'exprimer convenablement à domicile? Peut-être il y a la pression des supporters. Peut-être qu'ils ont plus d'aisance à l'extérieur parce qu'ils aiment jouer quand l'adversaire fait le jeu. C'est-à-dire quand l'adversaire n'est pas cantonné dans son camp. Mais on l'a vu, ça fait 3 matchs que la GSK ne gagne pas. Défaite contre le Harrach, match nul à Oran contre l'MCO. Défaite contre Chlef, match nul à Oran contre l'MCO. Et match nul. Et ce qui illustre les difficultés de la JSK à domicile, c'est justement quand cet adversaire, le CAB, c'est un adversaire qu'elle a battu au 20 août, mais sur lequel elle a buté à Tizi Ouzou. Donc c'est un peu récurrent. Peut-être que, je sais pas, peut-être que les joueurs sont jeunes, ils n'arrivent pas encore à la pression et tout. Exactement. Après tous les problèmes vécus à l'intersaison. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs. Abdallah, la question que je voulais vous poser, c'est d'ordre technique et tactique, surtout avec un entraîneur, le Tunisien Ammar Souayyah, qui est de plus en plus contesté par les supporters. Et même au sein même du club, il y a eu une réunion extraordinaire qui s'est tenue hier matin au siège de la GS Kabylie, justement entre le président Yalishen et pas mal de responsables de ce club. Il n'y a pas eu de grosse cas à l'issue de cette réunion, mais il a été décidé déjà de maintenir le coach jusqu'à la fin de saison. Ça serait vraiment une bêtise, si jamais, même si Souillac n'est pas en train de faire des résultats escomptés. Notamment sur le jeu. Parce qu'à un moment, on lui reproche. À un moment donné, on voyait la GSK gagner des matchs, on s'est dit, tiens, ils vont peut-être jouer la 2e, la 3e place, éventuellement. Bon, mais c'est vrai qu'il y a une petite série. Mais il ne faut pas oublier que ça fait quand même 6 mois qu'ils n'ont pas perdu. Donc il y a eu beaucoup de matchs nuls. Perdu face à Chlef. Pardon. Mais hormis ce match-là, ils ont fait beaucoup de matchs. Mais moi, ce qui est en train de m'interpeller un peu, c'est un peu l'état du terrain. C'est ça, qui gêne énormément à l'évolution. On a l'impression que ce gazon artificiel est un peu vétuste. Donc, il était question de le refaire. On a parlé d'une nouvelle pause. Est-ce que ça influence sur la qualité du jeu? Moi, je pense que oui, puisque une équipe qui vient jouer à Tizi Ouzou, si jamais ils viennent pour défendre et jouer éventuellement des contres, ça les arrange mieux. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est même le ballon. Quand on voit le ballon circuler, il y a des moments où il fuse, il y a des moments où il s'arrête. Donc, est-ce que ce n'est pas également l'état de la pelouse qui les handicape un peu? Maintenant, pour revenir un peu à l'entraîneur de la JSK, ça serait vraiment dommage qu'il l'arrête en plein. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste 6 matchs. 5 matchs à jouer. Bon, j'espère qu'il faudra aller au bout. Voilà, aller jusqu'au bout, essayer d'avoir des résultats positifs. On passe à un autre match, celui qui a opposé la jeunesse sportive de la Saoura face au CS Constantine. On va suivre ce sujet de Sid Ahmed Bouareb et on revient. Un match important pour les deux équipes. Tous les premiers rôles. Dès la 9e minute, l'arbitre accorde un pénalty aux locaux. Un pénalty par Hamidi qui bute sur le gardien Rahmani. Au fil des minutes, le rythme baisse mais la JSS domine toujours les débats. Mais le dernier geste leur fait défaut. Durant le temps additionnel de la première période, Saad a failli ouvrir le score, mais son tir finit dans les filets extérieurs. 0 partout à la pause.
La deuxième période est semblable à la précédente avec une domination écrasante des locaux. Mais Rahmani et le manque de précision lors du dernier geste leur font défaut. À la demi-heure de jeu, les visiteurs se créent leur première occasion de la partie avec ce tir de Dib. 10 minutes plus tard, l'arbitre accorde un deuxième pénalty à la JSS. Un pénalty cette fois-ci transformé avec succès par Al-Hamri. Après le but, les locaux se contentent de défendre et gérer l'avantage jusqu'à la 6e minute du temps additionnel où après une contre-attaque, Hami inscrit le deuxième but pour son équipe et scelle le sort de la partie. الحمد لله انه اللاعبين كانوا مركزين مشكورين على كل شيء. قدرنا نخرجوا من بعد مده انه خسرنا في المقابله في الماضيه وقدرنا نربحوا في المقابله هنا في بلادنا. الشيء اللي يخلينا دائما نتقدموا لقدام ويكون عندنا طموحات تاعنا تتماشى مع طموحات الفريق. الشيء اللي كذلك نعاودها ونقولها اللاعبين راهم مشكورين برافو عليهم. Grâce à cette victoire, la JSS reprend la deuxième place au classement général. Excellente opération pour la jeunesse sportive de la Saoura, Abdelnour et Farid. Justement, Farid, je vais revenir avec vous sur ce match. La JS Saoura, logiquement à domicile. Mais non, logiquement, ça n'a pas été évident au départ. Parce que Saoura, depuis son élimination en Coupe de la CAF, Accusé le coup un petit peu. voilà, c'était pas très sûr d'elle, etc. Alors, c'était pas encore évident contre le CSC, concurrent de la JS Saoura, pour une place qualificative à une compétition africaine. Et le CSC qui est connu depuis l'avènement de Khaïd Madoui pour bien voyager à l'extérieur. La preuve, c'était serré. La Saoura aurait pu regretter le pénalty raté par Hamidi au premier mi-temps, mais quand même, elle s'est ressaisie, elle a pu gagner. Et là, ce qui est inquiétant maintenant, c'est pour le CSC qui perd des points ces dernières semaines. Et dans la course pour la compétition africaine, là, ça risque de peser à la fin du parcours. Abdelnour, sur justement ce match rapidement. Rapidement, le CSC, de toutes les façons, aller jouer à Saoura, c'est pas une mince affaire. Hein. On l'a vu cette année, ils n'ont pas eu tellement de faux pas. Ils en ont fait quelques faux pas chez eux. Mais là, moi, je pense que c'est une victoire logique, bien qu'elle soit au départ. Hein. On a vu du jeu très très serré entre les deux équipes. Mais là, Saoura reprend un peu du poids de la bête. Juste après leur élimination, c'est vrai, il y a eu le limogeage de l'entraîneur. Et c'est Mustapha Djalit. Moi, je pense que Mustapha Djalit, non seulement va continuer, mais j'espère qu'il va avoir la chance de pouvoir mener cette équipe beaucoup plus loin les saisons prochaines. Et ce n'est que justice que si jamais cette année, Saoura soit deuxième, ils peuvent. Vous savez, quand on était en train de parler tout à l'heure du CRB, le CRB, ils ont intérêt à renouer avec les victoires, hein, parce que même avec le match, Saoura continue comme ça, ils sont très très loin. Saoura a 2 matchs en retard maintenant, aussi. Le CSI, si jamais ils veulent avoir une place africaine. Face à notre match, Emma, qui après plus de 500 gagné, le moindre match a pu, logiquement, en tout cas, battre une équipe du Wydad de Tlemcen. On va suivre le sujet de Fatah Habada et on revient. Match sans victoire en recevant la lanterne rouge du Wad Tlemcen qui a déjà mis les 2 pieds en division inférieure. Les rouges et noirs ne s'attendaient pas à toute cette résistance des gars des Zianides, composés par pas moins de 8 joueurs espoirs dans le 11 rentrant. Les Usmistes exercent dès le départ un pressing très haut sur les visiteurs. Le jeune Othmani était le joueur le plus en vue du côté algérois. Il a à lui seul malmené l'axe central tlemcenien, mais sans parvenir à scorer. C'est au contraire les Tlemceniens qui ont failli surprendre par l'intermédiaire de Ben Amraoui, qui s'est retrouvé seul face à Gendouz, qui a miraculeusement sauvé son équipe d'un but tout fait, alors qu'on s'acheminait vers la fin de la première mi-temps. Et suite à un débordement de Méziane sur le côté droit et un joli centre sur Othmani, ce dernier, d'un joli heading, ouvre le score à l'ultime minute de la première période. La deuxième mi-temps était plus animée que la première, surtout du côté des locaux,
où, coup sur coup, Meziane puis Mahious ont manqué de très peu d'aggraver la marque. Mais Barki, le nouveau rentrant du côté du Watt, a failli surprendre les Smiths à la 65e minute. N'était-ce la vigilance du keeper Gendouz qui dévie en corner. Le jeune Ait El Hadj se joue de toute la défense des visiteurs à la 72e minute et sert sur un plateau Moussif à l'entrée de la surface de vérité, mais le tir de ce dernier part dans les décors. À 10 minutes de la fin, Radouani récupère une balle à l'entrée de la surface et sert Ait El Hadj, qui aggrave la marque après une grossière erreur du gardien Bouchard qui laisse filer un tir a priori facile dans ses filets. À la 84e minute, Meziane, bien servi par Ait El Hadj, manque de peu d'aggraver la marque. Idem pour Opkou. Une minute plus tard, seul face à Bouchard, rate lamentablement le troisième but. Quelques rares et timides tentatives des Tlemceniens n'ont rien changé. Et c'est sur le score de 2-0 que M. Awina siffle la fin de la rencontre. On a eu la chance qui a été contre nous. Aujourd'hui, on voit que c'est 2-0, on voit encore le nombre d'occasions que nous rations, le nombre de corners que nous avons eu, que nous n'avons pas pu exploiter encore une fois. J'espère que cette victoire-là va donner un petit peu plus de confiance au groupe dans son entier pour se libérer, pour jouer. Comme on l'avait vu au début, il y avait cette peur de faire les choses, surtout la peur de mal faire. Les joueurs, j'espère que ça va nous libérer pour les matchs qui arrivent, qui vont être très 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 costauds, où nous allons rencontrer des adversaires beaucoup plus costauds que Tlemcen. J'ai toujours dit que l'école du Watt, il y a beaucoup de jeunes talents. Et j'ai toujours répété que si jamais on donne beaucoup d'occasions à nos jeunes joueurs, parce que faute de moyens, on est obligé de préparer la future équipe de Tlemcen. La fois où Tlemcen a gagné des titres, on a fait un bon parcours en première division, c'était avec la formation. Maintenant, on a un peu oublié la formation, mais j'ai l'espoir, l'avenir, que notre club, il base son travail sur la formation des jeunes, parce que comme vous l'avez constaté, on a des très bons jeunes. Et c'est dommage pour ce club du Wydad de Tlemcen, après déjà une saison compliquée l'année dernière, cette équipe qui s'est sauvée in extremis, cette saison, il n'y a pas eu de miracle pour les Wydadis. Et du côté de l'USMA, je le disais, donc après 9 matchs sans victoire, une série assez compliquée. L'USMA qui renoue avec les victoires à Denol, c'était attendu face à une équipe du Wydad qui s'est déplacée avec pas mal de jeunes joueurs. Bon, 2-0, il fallait la victoire de toutes les façons. 2-0, c'est pas un score énorme par rapport à la qualité de jeu des jeunes Tlemceniens. C'est vrai que Tlemcen est déjà en D2. Ils sont en train d'essayer de regrouper des jeunes qui puissent être capables de relever le défi pour la saison prochaine. Ils ont quand même tenu la dragée haute à l'USMA. L'USMA, bon, maintenant, j'espère que ça ne va pas être une victoire et puis retomber dans les aléas des défaites. L'USMA a besoin de retrouver une santé. J'espère qu'ils vont commencer, après ce match-là, à renouer avec les victoires. Avant de vous donner la parole, Farid Ait Saada, on va écouter le président de l'USM Alger, Achour Djelloul, au micro de Fatah Abada, qui revient en tout cas sur l'information qui a circulé. Il a déclaré en tout cas cette semaine, et il le confirme au micro de Fatah, sur l'envie de l'USMA de recevoir très bientôt, en tout cas dès la saison prochaine, au nouveau stade de Berari. On l'écoute. Des courriers officiels, déjà depuis l'année passée, on a manifesté notre volonté d'aller vers le stade de Baraki pour faire évoluer l'USMA qui aujourd'hui, quelque part, se trouve en difficulté. Et vous n'avez pas encore eu de retour à propos de Nous avons eu des intentions, nous avons eu des feedbacks qui font que, en fait, la solution elle pourrait être recherchée dans un très proche avenir. Vous avez écouté Farid Ait Saada, on se bouscule pour ce stade de Berari. Il n'est pas encore totalement prêt, il reste quelques chantiers
en tout cas, a achevé, notamment sur l'aspect extérieur de l'enceinte et la pose de la pelouse évidemment. Mais il y a le CRB déjà, il y a quelques mois de cela, qui avait mis le souhait de jouer dans ce stade. Désormais, l'USMA veut jouer dans ce stade. Le Harrach dit que Déjà, nous aussi, on mérite de jouer dans ce stade. Harrach, c'était les premiers. Les premiers, puisque Dès le lancement du chantier, ils se sont dit, voilà, à côté, c'est pas loin, etc. C'est sur le bord de Oued El Harrach. Donc, à la différence que le président de l'USMA, Achor, a dit qu'ils étaient prêts à prendre les travaux à la charge de l'USMA. Je pense que l'État a les moyens de prendre en charge la construction de tout un stade. Il faut dire une chose, c'est qu'on a pris énormément de retard pour la construction de ce stade. Ça, on l'a dit. On a parlé oui, de on en a Douala, parlé. Ce qui est important, c'est par rapport à ce stade. Bon, c'est bien beau de. C'est vrai à ce moment-là, il y a le NED également. Il y a le CRB, il y a le Harrach, il y a l'USMA. Tous les clubs algériens. Le Paradou, il se dit pourquoi pas nous. Justement, sur cette problématique, il y a tous les clubs qui souhaitent. Il y a Douala, le stade de Douala, qui a été officiellement donc légué, en tout cas, au Mouloudia d'Alger. C'est sur instruction du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Donc, il y aura le stade du 16 juillet qui sera vide, malheureusement. Qui jouera au stade du 16 juillet Farid. Mais bon, non, le stade du 5 juillet fait partie d'un local, l'office du complexe olympique. En plus, les plus grands, c'est plus difficile à entretenir. Exact. Oui, bon, mais là, c'est une question. Ça reflète la problématique de l'infrastructure sportive en Algérie, surtout à Alger. Justement, à préciser une chose très très importante. On le comprend bien évidemment, le président de l'USMA, sachant que le stade de Boulorine, il y a une forte possibilité que ce stade soit fermé du CTC. Exactement, voilà. Puisqu'il y a risque d'effondrement. Déjà, la tribune officielle, si vous l'avez vu, déjà, quand les piliers qui sont en bas, qui tiennent, voilà, il y a eu un petit affaissement, et c'est risqué pour les suivre. Il y avait un projet de réflexion du stade il y a quelques années de cela. Il devait même ajouter une très très grande tribune qui allait couvrir le boulevard, etc. Malheureusement, c'est tombé à l'eau. Vous savez, Saint-Eugène, le stade de Bollorine, s'il avait été bien pris en charge, ça aurait été un petit joyau. Ce serait bien de le réhabiliter, bien sûr. De le renforcer. Et ça permettrait à certains clubs, vous parlez du Paradou. Le Paradou, il faut le dire, il n'a pas une... ils n'ont pas de stade attitré. Mais il n'a pas de supporters, donc jouer à Bollorine, ça peut être une belle, sortie, même si à Dalbeda, il se comporte bien aussi. Justement, et personne n'a pensé à prendre le stade de Dalbeda, qui est très beau. Sauf que le problème de Dalbeda, M. Falid Aït-Saada, il faut savoir que le wali délégué, justement, refuse la venue des supporters parce qu'il y a eu un match contre l'équipe que je ne vais pas citer, et les supporters de la dite équipe avaient saccagé la gare ferroviaire de Dalbeda, qui se trouve pas loin du stade. Déjà, la situation, l'emplacement du stade d'Albeda, le stade d'Albeda se trouve, il est situé au sein quasiment d'immeubles, et c'est assez compliqué d'avoir. On a oublié totalement le stade de Rouiba. Vous savez, c'est un stade qui est... Au gazon naturel, le gazon naturel a été... On a oublié également totalement... Le stade de Coléa. Zeralda. Le stade de Coléa. Même Zeralda. On avait des infrastructures qui devaient être bien prises en charge. Puisque notre club refuse de jouer hors Alger, donc pour certains, d'ailleurs le stade de Coléa. Un jour, on fera un reportage sur ce stade. Bon, il y a des travaux en ce moment au niveau des tribunes aussi. On avait joué un match de qualification pour le Chan de Soudan contre la Libye. C'était un petit bijou. Le souci du stade de Coléa, c'est la tribune. Qui s'est dégradé, il y a un espace énorme, ils auraient pu faire un très beau stade. Ils ont préféré construire des immeubles là aux alentours du stade, ce qui est aussi paradoxal. On passe à un autre match, celui qui oppose... On n'a pas parlé du match. Je voulais juste dire un mot sur ce match de l'USMA. Azzin Rahim était resté sur 9 matchs qu'il a dirigés, et là, on dirait que c'est une malédiction de Azzin Rahim, 9 matchs sans victoire pour l'USMA avant cette victoire, et encore, ça aurait été vraiment mal vu. Il ne gagne pas contre la Lanterne Rouge, mais encore une fois... La décision regrettable cette saison de l'USMA de se séparer de l'enfant
l'enfant prodige du club, à savoir Astin Rahim, et pourtant qui faisait des merveilles. Rapidement, Abdellah. Pour clore un peu, non seulement Rahim, mais pas mal d'anciens joueurs, en parlant tout à l'heure de Djalit, mais ce sont des anciens joueurs qui ont passé leur diplôme, qui ont été adjoints. Il est temps aujourd'hui que cet adjoint devienne entraîneur principal. Et c'est comme ça qu'on évolue. Et que ces jeunes entraîneurs bénéficient de la confiance des dirigeants, comme ça a été le cas de Sami Zaouai à Ashraf. Sami Zaouai a reçu l'appui de ses dirigeants, c'est ce qui lui a permis, après une période de début de saison, de redresser la barre. Exactement. On va voir justement le match qui a opposé le RC L'Erba, là aussi belle victoire de L'Erba qui respire un petit peu au classement et qui recevait le Parado Athletic Club, résumé de Sami Achichou. Un début de match bien entamé de la part des locaux. 2 minutes déjà, une première action très dangereuse pour l'Erba, mais la tête de Brahimi est hors cadre. Juste après, Oukil reçoit une passe en profondeur, il termine l'action avec un superbe dribble et ouvre le score pour le RCA. Le Parado riposte à la 21e minute et obtient un pénalty. Bozok se charge de le frapper et égalise. Dourmani essaie de trouver le filet avec sa demi-volée. Toumi se retrouve face à face avec le gardien Bossov, mais rate une vraie occasion pour les siens de prendre l'avantage. Une autre occasion avec Mouali qui tire ce coup franc très dangereux. Michouir se trouve dans la bonne position. Score à la mi-temps, un but partout. La deuxième mi-temps est entamée très lentement par les deux équipes. On attendra jusqu'à la 58e minute pour voir la première occasion, toujours avec un coup franc de Mouali, boxé par Chouir. Oukil encore une fois se retrouve face à face avec Boussouf et arrive à marquer le deuxième but pour son équipe. Quelques instants plus tard, Oukil marque encore une fois et signe un hat-trick. Score final 3 buts à 1. الحمد لله احنا ربي وفقنا درنا كاع اللي علينا ودرنا نتيجه ايجابيه وحنا كنا دون لوبليغاسيون باش نربحوا المقابله هذه باسكو انا نلعبوا كما يقولوا على المراتب الاخيره ان شاء الله باش نسلكوا الفريق حنا دوك نزيدوا نديروا كاع اللي علينا باش ان شاء الله نصيروا المانتيان لو بلوتو بوسيبل ان شاء الله. Je pense que 3-1 c'est beaucoup contre 3-1 comme ça. Mais il faut continuer comme ça. On est une équipe de jeunes, on doit savoir gérer le match jusqu'au bout, mais malheureusement aujourd'hui ce n'était pas le cas. مقابله صعبه امام منافس يلعب الادوار الاولى، منافس اخر يلعب الادوار الاولى، يعني كانت عندنا سلسله مع الفرق هذو. نظن باللي فوز مستحق بالنظر يعني لمجريات المقابله، ما عدا يعني ربع ساعه الاول 20 دقيقه تاع الشوط الثاني، يعني كنا متحكمين في جل اطوار المقابله، 3 نقاط ثمينه وثمينه جدا يعني تساعدنا في بقيه المشوار، هكذا نوضعوا الضغط يعني على المنافسين تاعنا اللي حيلعبوا غدا، يعني 3 نقاط ثمينه نخطو بها خطوه كبيره ان شاء الله هو تحقيق الهدف الاساسي تاعنا اللي هو تحقيق البقاء. Grâce à ce succès, le RCA conforte ses chances de maintien alors que le PAC se complique la tâche dans la course au podium. Précieuse victoire de l'Erba en vue justement du maintien. 35 points. Cette équipe souffle un petit peu au classement. Fallait d'être ça. Oui, c'est l'équipe qui s'est rebiffée ces dernières semaines après avoir c'était un peu endormi. Et le perdant de cette rencontre, c'est le Parado, parce que dans la course aux places qualificatives aux coupes africaines, là c'est 3 points perdus dans un match qu'elle aurait pu au moins, où elle pouvait au moins ramener un point. Et bonne chose spéciale pour Ammar Oukil. Triplé qui avait été recruté par la JSK mais qui avait quitté le club. Et là, la JSK, les nouveaux dirigeants de la JSK la mesurent le poids de cette carte. Parce que c'est vraiment un joueur prometteur. C'est un joueur, vous le dites, qui a été recruté par l'ancienne direction de la GSK, emmené par Sherif Mellel. Par la suite, selon les informations que j'ai pu recueillir à ce moment-là, la nouvelle direction donc, voulait le conserver. C'est lui qui voulait partir avec le recrutement effectué par la GSK. Il pensait que ça allait être compliqué pour lui au niveau de la concurrence. Il a voulu un petit peu rester dans son confort, on respecte son choix, mais quand on voit le triplé qu'il met,
et sachant que cette saison, c'est quasiment l'un des hommes forts de l'Herba. Chapeau à lui. Rapidement sur ce match, Abdelnour, là aussi, l'Herba avait tout intérêt à gagner. Bien que c'est vrai que le Paradou joue une place africaine, mais l'Herba joue sa relégation, donc ils avaient tout intérêt. Et ça leur permis de souffler. Il reste encore 5 matchs. J'espère qu'ils vont pouvoir également gagner quelques matchs pour se sauver cette saison. On passe au match qui a opposé au stade Mohamed Boumzarak de Chlef l'équipe locale de l'ASO face au Mouloudia Club d'Oran. Certains appellent ce match le qualifie de derby. Ce n'est pas forcément le derby de l'Ouest, puisque le derby oppose le MCO à l'ASMO, ou on peut parler du Wydad de Tlemcen, Mouloudia d'Oran. Mais ça a été un match assez particulier. On sait qu'il y a une rivalité récente entre ces deux clubs. On a assisté à plutôt un bon match. Le match a été retransmis hier. Vous étiez là-bas? J'étais à Chlef, effectivement, je commentais ce match. Et c'est quasiment la seule véritable occasion du match et qui s'est transformé en but. Ce but inscrit par l'attaquant Suiba. L'ASO Chlef a été malmené hier à domicile par une très très belle équipe du MCO Abdelnour. Vous savez, l'ASO a sorti la tête de l'eau depuis quelques matchs. Donc il se retrouve dans les 10 premiers. Maintenant l'MCO joue sa survie. Donc c'est tout à fait normal que l'MCO se donne plus qu'il n'en faut par rapport à Chlef, qui joue maintenant beaucoup plus à l'aise. Donc c'est vrai, bon, un match nul arrange un peu l'MCO. On rappelle juste que le MCO évolue en bleu. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas le doute, absolument. Ils vont penser que le MCO joue en rouge. Mais c'est un bon match c'est un bon point qui a été pris par l'MCO. Maintenant, au MCO également, de batailler pour sortir un peu de cette zone relégable. Farid, justement, le MCO s'est procuré énormément d'occasions. Elle m'a fait preuve d'un manque de réussite terrible avant le but égalisateur qui va arriver à cette faute commise à la 82e minute de jeu qui permet donc à Dahar d'égaliser pour le MCO. Oui, c'est à l'image de ce qui est devenu le MCO en cette phase retour depuis la venue de Abdelkader Amani qui connaît déjà le MCO, qui connaît Chlef. Il a été vice-champion et vainqueur de la Coupe d'Algérie avec Chlef et qui connaît son élève Samir Zawi qui était son joueur. Donc voilà, pour moi ça ne m'étonne pas parce que le MCO est parmi les meilleures équipes de la phase retour. Je l'ai vu la semaine passée en match contre la JSK. Elle avait dominé outrageusement la JSK, mais n'a pas fait moment d'efficacité. Pour moi, c'est un score logique et surtout qui reflète la valeur du MCO parce que imposer le nul à l'équipe de Chlef de cette dernière semaine, ce n'est pas facile. Chlef qui reste donc sur 9 matchs sans défaite, le MCO sur 8 matchs sans défaite, donc c'était un match qui paraissait déjà assez équilibré, même si la seule différence, c'est qu'au niveau du MCO, ils ont beaucoup de problèmes devant. Ils n'arrivent pas à marquer. C'est ça, ils n'arrivent pas à marquer et le MCO flirte avec la zone des relégables. Il faudra faire attention pour les gars d'El Hamari. En tout cas, chapeau et grand bravo aux supporters aussi de l'ASO Chlefia qui ont mis l'ambiance et qui se sont très très bien comportés avec un fair play qu'il faut aussi souligner. Bravo à eux. On passe au match qui a opposé l'US Biskra au Mouloudia d'Alger. Là aussi, match assez pauvre en occasion, 0 partout entre ces deux clubs. On va voir les images dans quelques instants. Youssef, Abdelnour, le Mouloudia d'Alger qui réalise une saison mi-figue, mi-raisin. Exactement, je cherchais l'expression. Mais qui quand même essaye de... qui reste troisième, ça reste une saison honorable pour l'instant. Bon, avant de parler du match, moi je parle d'abord de l'état du terrain. Ça a toujours été ça a toujours été un handicap pour les équipes visiteuses. Vous savez, Biskra même, ils connaissent le terrain, ils connaissent un peu les endroits où ils peuvent bien jouer, les endroits où il faut qu'ils dégagent. Les pièges. Voilà, les pièges, absolument. Mais c'est comme ça. C'est l'avantage de jouer à domicile. Voilà.
Et surtout sur un terrain comme ça. C'est dommage pour Biskra, parce que Biskra, moi je me rappelle ce terrain, quand il avait été construit, il était question que ce soit un gazon formidable. Et ça l'a été pendant quelques années. Le gazon, il doit être entretenu, hein, vous le savez très bien. Absolument. Donc, un nul. Sur le Mouloudia, l'US Biskra, on passe de réaliser en tout cas l'objectif principal qui est le maintien. Voilà, pour le Mouloudia d'Alger, cette saison, on le disait tout à l'heure, le Mouloudia, le club le plus populaire d'Algérie, se fait tout discret cette saison. Pas de passage, pas trop de déclarations, on ne voit pas les joueurs, ni même le staff technique dans les plateaux. Les supporters, quasiment avec le huis clos imposé, l'interdiction plutôt imposée. C'est peut-être la nouvelle politique du club. Hein. Est-ce que ce club-là, justement, mérite justement toute cette discrétion, la force du Mouloudia d'Alger? On aime le Mouloudia d'Alger pour ça, justement, pour ses déclations. Il ne faut pas oublier que met les supporters. Il ne faut pas oublier également que le huis clos a pratiquement tué beaucoup d'équipes. Le Mouloudia, c'est avec ses supporters qu'il vit. Hein. C'est ça. C'est eux qui arrivent à donner la flamme aux joueurs. Donc, sur les autres stades où il est permis de voir les supporters du Mouloudia ne se déplacent pas en France. Et pourtant, le Mouloudia est troisième. Comment l'expliquer? Non, mais il y a eu une dynamique qui a été cassée avec le limogeage de Ammar Brahmi. Il faut le dire. On ignore encore les raisons. On ne connaît pas les tenants et les aboutissants de ce limogeage. Pour ce limogeage, il y avait une dynamique. Ammar Brahmi a rendu l'équipe performante, respectable. Il a ramené des jeunes joueurs qui étaient motivés pour jouer pour le maillot, ce qui n'est pas arrivé depuis quelques années. Et là, cette dynamique a été cassée parce que même il y a un malaise au sein parmi les joueurs. Ils ne savent pas pourquoi c'est passé comme ça. Mais comme miraculeusement, le Mouloudia est toujours troisième, il poursuit toujours une qualification pour la Ligue des Champions ou à tout le moins pour la Coupe de la CAF. Et avec une politique complètement changée. Là, c'est certain. Si ce n'est pas la Coupe de la Champions League ou la Coupe de la CAF, ça va être la Coupe arabe, moi j'en suis persuadé. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que les clubs limogent des entraîneurs, le Mouloudia change les présidents, tout simplement. Ça a toujours été ainsi du côté. C'est malheureux. Ça a toujours été du. Oui, on me dit qu'à l'Oriette qu'il est 18h30. Oui, je sais. Merci. Alors, on passe au match qui a opposé le NED à l'Olympique de Médéa. Grosse surprise, puisque le NED, même si le NED disait cette fin de saison, c'est une chute en roue libre pour le NED. Exactement, qui s'incline. Et bonne opération pour l'Olympique de Médéa. Il faut souligner Médéa qui s'impose au 20 août. On va voir le sujet en lien. Le stade du 20 août. Entre deux équipes mal loties du championnat, deux relégables. Le NED qui a pratiquement les deux pieds en Ligue 2, alors que les Bleus de Médéa espèrent encore se maintenir parmi l'élite. L'équipe du NED qui a aligné une équipe d'espoir a fait très pâle figure face à une équipe des Médéa qui, vous allez le voir, va jouer crânement ses chances dans ce match. Passez-moi l'expression de la dernière chance. Le NED, avec cette frappe d'Axis, a vu Daas être dans l'axe du but et qui a été l'homme du match du côté de Médéa. Nervosité, des cartons rouges sortis par l'arbitre de cette confrontation verra les deux formations terminer à 10 la seconde période. La seconde période qui va voir beaucoup de changements, notamment du côté du NED. Des 100 et or qui sont complètement abattus en cette fin de saison. Et encore une fois, le gardien de Médéa qui arrive à lui seul à être le rempart de cette équipe de Médéa. L'équipe de Médéa qui va résister jusqu'à la fin et avant justement le coup de sifflet final, qui va réussir à planter ce but salvateur peut-être pour la fin de saison. Le but de Belloul, une superbe frappe qui va mourir dans la cage du NED du Sendé. Victoire ou hold-up de l'Olympique de Médéa au stade du 20 août. Médéa qui pourra encore se permettre l'espoir de se maintenir en Ligue 1 alors que le NED continue de manger son pain noir et pense déjà à la Ligue 2. Sur ce match, Farid et Tsaada, l'Olympique de Médéa, en tout cas, précieuse victoire pour Médéa qui continue à espérer. Oui, c'est un match entre deux malades, deux équipes qui luttent pour le maintien. Et là, vous savez, il y a une règle. Quand on joue pour un objectif, entre concurrents, il faut battre son concurrent.
Et là, le média... Sachant que le match nul n'aurait fait les efforts de personne. Il fallait une victoire pour l'une ou l'autre équipe. Et c'est média qui s'est montré le plus, clinique devant les buts, avec un but à la dernière seconde. Et ça maintient l'espoir du média de rester en première division. En revanche, pour le Net, ça sera vraiment... Mathématiquement, rien n'est fait. Mais il faut vraiment qu'ils gagnent tous leurs matchs et que les autres perdent les matchs. Et c'est difficile, c'est quasiment impossible. C'est quasiment sur le Net, rapidement. Le Net, c'est malheureux. Que ce qui est le plus grave, ce qui se passe au Net, c'est quasiment tout est laissé à l'abandon du côté du NAD. Même la famille NADis. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait quand même quelques années que le NAD est en train de souffrir. On a vu. Pas à ce point, je pense que cette saison, année, ça a été un abandon total. Mais ce que je voulais dire, même malgré la victoire de Médéa, bon, le NAD maintenant pratiquement est en D2, Médéa n'est pas encore sauvé. Il faudrait au minimum, ils ont 31 points, il faudrait au minimum sur les 5 matchs qui restent, il faudrait qu'ils en gagnent au minimum 3. Et ça ne va pas être chose aisée pour eux. Donc j'espère qu'ils vont pouvoir, puisqu'à un moment donné, ça a été l'équipe qui a fait le plus grand nombre de défaites consécutives. Bon, ils se sont repris, mais est-ce que ça va être suffisant? On le verra dans les prochains matchs. Celui qui a opposé le Hilal Shalom El-Aïd au NC Magra, on va le suivre avec Linda Teboul. Dans cette dernière ligne du championnat, le HB Shalom El-Aïd a arraché 7 points en seulement 3 matchs, dont une victoire face au leader, le Shabab Louizdad, et une dernière à domicile face au NC Magra. Le HB Shalom El-Aïd a entamé un contre très déterminé et a dominé la première mi-temps du match en enchaînant des contre-attaques rapides et répétitives, ce qui a déstabilisé la défense adverse et a permis à Harari de trouver la faille et ouvrir le score à la 8e minute de jeu. Shalom El-Aïd aurait pu inscrire d'autres buts grâce aux nombreuses occasions créées, si ce n'est le portier des visiteurs qui a fait un grand match. Au retour des vestiaires, le Najm plus motivé en cette deuxième période a réussi à créer quelques occasions qu'il n'a pas pu concrétiser. De leur côté, les coéquipiers de Khaldé ont continué à mettre une certaine pression sur leur adversaire, mais le gardien Had Sherif Mohamed Tayyib a bien protégé sa cage jusqu'à la 85e minute de jeu où Hamza Dman a aggravé la marque pour Shalom El-Aïd en inscrivant le deuxième but. Résultat final, 2-0 en faveur de Shalom El-Aïd face au NC Magra. Une 8e victoire de la saison pour Shalom El-Aïd qui lui a permis s'élever de la zone rouge et se retrouver à la 14e place avec 34 points. Il est Shalom El-Aïd, là aussi belle victoire, 7 points récoltés sur les 9 possibles lors des 3 derniers matchs. Très importante victoire face au NC Magra. Oui, même principe que pour le précédent match, un match entre deux concurrents pour le maintien. Et voilà, on ne rate pas ce genre de match. Et donc le Shalom El-Aïd s'est rapproché un peu de la sortie, même si les deux équipes restent dans la zone dangereuse, restent encore concernées par la lutte pour le maintien. Comment voyez-vous la fin de saison pour les places C'est très difficile de donner un pronostic. Hein. Ça va dépendre. Bon, il reste 5 matchs. Ça va dépendre du nombre de matchs gagnés. Bon, pour Magra, pour Shalom El-Aïd, pour Médéa, ça va être très très difficile. En tout cas, il y aura le suspense et ça on aime. Hein. On aime pour les amateurs. Et pour la relégation et pour les places africaines et arabes aussi. Africaines, exactement. Place au résultat complet et le classement après cette 29e journée. Un mot sur cette saison, cette fin de saison. On parlait des places pour le bas du tableau. Qu'en pensez-vous du niveau du championnat cette saison, et notamment depuis quelques journées, avec le retour des supporters notamment? C'est pas le supporter qui va élever le niveau. Moi, je pense que pourquoi je vous pose la question maintenant? On le disait la saison dernière, notamment avec l'absence des supporters dans les tribunes, on disait que ça a permis aux joueurs de jouer plus
plus libéré, on voyait pas mal de buts. Clubs, hein, Sur certains clubs. On voyait pas mal de buts la saison dernière et des victoires à l'extérieur. Sauf que là, la tendance commence à, la à pression changer. des supporters peut un peu empêcher certaines équipes de développer leur jeu. Et là, mais avec la succession de matchs, c'est difficile. Moi j'estime qu'il faut arrêter le championnat et faire jouer les matchs retard parce que ça risque de fausser les calculs. Il y aura déjà ce mardi prochain, des matchs en retard du CRB. Sétif qui a 5 matchs en retard, le CRB qui a 4 matchs en retard. Saoura qui a 2 matchs en retard, beaucoup d'équipes qui ont 1 match en retard. Il faut tout solder et jouer les 5 ou au moins les 3 dernières journées. Les 4, les 4 derniers matchs. J'ai dit au moins les 3 dernières journées à la même heure et après avoir soldé tous les matchs en retard pour qu'il y ait une équité vraiment entre toutes les équipes. On passe à la Ligue 2, messieurs. Et la Ligue 2, donc, avec du suspense, hein, là aussi, au niveau de l'accession, avec notamment, on va commencer avec le groupe Centre-Ouest, avec, je le disais, donc du suspense, notamment pour l'accession, mais aussi pour les luttes, hein, la lutte plutôt pour la relégation. Et le Bayed et le CLT Mouchen, toujours coude à coude, alors que le RC Kouba est distancé au classement depuis quelques journées. Un mot sur cette lutte acharnée pour l'accession à Abdelnour pour le Centre-Ouest, le groupe Centre-Ouest. On a été quelque peu, pas déçus, mais enfin, vous savez, Kouba avait très très bien entamé le championnat. Ils étaient premiers en tête pendant un bon nombre de matchs, puis tout d'un coup, il y a eu une cassure, ce qui a permis de toute façon... Al-Bayed a toujours été régulier depuis le début du championnat. Hein. Ça a été une équipe étonnante. Donc j'espère qu'ils vont pouvoir... Bayed qui a battu Ain Oussara 2-0, alors que le CRT Mouchent s'est imposé à Hadjout 1-0. Comme on l'a dit tout à l'heure, TT Mouchent a déjà fait son expérience en D1. Hein. Il y a eu de très grands joueurs qui composaient cette équipe. Aujourd'hui, peut-être que le Bayed, ça va être encore une équipe du Sud qui va encore accéder, ça serait pas mal. Maintenant, il faut attendre, il reste 2 matchs. Il faudrait que les 2 équipes gagnent les 2 matchs. Ou attendre un faux pas, tout simplement. Du côté des clubs qui jouent pour la relégation, je jette un coup d'œil au classement avec l'USM Hadjout qui risque de quitter la Ligue 2, elle aussi. Donc ça va être dur aussi pour se sauver. C'est Belabès qui est un peu... Oui, j'allais lui poser la question. Belabès est déjà indéflabant depuis pas mal de journées, mais Belabès qui a quitté la Ligue 2, malheureusement, qui chute. La chute est vertigineuse. En 2 ans, et ça doit être... il faudra faire attention, même pour, par exemple, on parle du NET, de Tlemcen qui vont rétrograder. Si jamais ces équipes-là rétrogradent, ça va être très très difficile pour eux de se relancer. Mais déjà d'éviter de sombrer. Oui, l'exemple, le plus marquant, c'est le rallye de Mascara, champion d'Algérie en 1984. Voilà. Et qui évolue en 4e. Je vous parle d'il y a quelques années. Je parle d'un club qui a été champion d'Algérie et qui a enfanté l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Il a disparu des radars. Le RCK. Pas mal de clubs. Il y a Kaba Borj-Bouariri, là aussi, qui va jouer en amateur la saison prochaine, en 3e division. Donc, justement, c'est la loi du football. Exact. Mais quand même, ça démontre que vraiment, il y a des clubs qui sont délaissés, qui ont une histoire, mais qui sont délaissés. Côté centre-est, la lutte est aussi acharnée entre Khenchela, l'USM Khenchela et la JS Borj Melaïd. Les 2 clubs se tiennent coude à coude, en tout cas avec 2 points, 2 points qui séparent les 2 clubs. Je le disais, l'USM Khenchela qui s'est imposé à Betna. Il faudrait qu'ils gagnent les 2 matchs. Exactement. Khenchela, l'équation est simple. Gagner les 2 derniers matchs et ça sera la Ligue 1 la saison prochaine, à moins que Borj Melaïd perd lors du prochain match et bien sûr. Une victoire de Khenchela là aussi. Mais avantage à Khenchela quand même, c'est pas comme où les équipes sont à égalité. Là, il y a un petit avantage psychologique. Mais ça va jouer jusqu'à la dernière seconde. Il y a 2 matchs. Comme il y a l'enjeu aussi du maintien, donc tous les matchs seront difficiles. Et là, on verra. Mais la lutte vraiment est très
est vraiment très acharné dans les deux groupes. Frenchla, si jamais ils accèdent, ils retrouvent la division 1 après plus de 20 ans. Hein. Ça nous fera de bons matchs à la saison prochaine, des matchs inédits en tout cas. Avec ces clubs qui... également que Frenchla avait donné des internationaux. Et nos condoléances aussi au papa du président Naili Samir, Sarah Delbel, qui va rentrer dans quelques instants sur ce plateau, me dit que le papa du président de la GS Borj Mlaen qui nous a quittés, donc nos condoléances pour le président de la GS Borj Mlaen, Abdelnour, je vous donnerai la parole dans quelques instants. Youssef, retour au plateau, s'il vous plaît, pour continuer justement cette émission. On va voir et suivre les résultats complets de cette 28e journée de Ligue 2 et les classements, et on revient. Il nous reste 10 minutes, un peu plus de 10 minutes avant la fin de cette émission, et Sarah Delbel vient de nous rejoindre. Sarah, bonsoir. Bonsoir Saïd, bonsoir Abdelnour et bonsoir Farid et à nos téléspectateurs aussi. Sarah Delbel est en noir et blanc, elle est aux couleurs de l'entente de Sétif. Je soutiens l'entente de Sétif. Et il fallait les soutenir avant le match. Il y a toujours un match retour, il faut toujours garder espoir. Hein. Ah ben on l'espère, pourquoi pas une remontada. N'est-ce pas Abdelnour? Ben oui. Il faut être optimiste en football. Dans la vie, il faut être optimiste. Sarah, qu'est-ce qu'il y a au menu? J'ai pas voulu lancer le jingle, la parenthèse de ça, puisqu'on va passer à autre chose avec les Jeux méditerranéens qui vont arriver dans quelques semaines. Hein. C'est très bientôt et c'est une fête qu'organisera notre pays donc à partir de juin prochain à Oran. Et justement, durant chaque émission jusqu'à la fin de saison, on va se pencher sur cet événement extraordinaire. Hein. Ce sera une véritable fête du sport qu'abritera la ville d'Oran. Et justement, on va revenir sur cet événement, parler aussi de l'organisation de 1975 qui était en Algérie, puisque c'était la seule et la dernière jusqu'à présent. C'était à Alger. Justement, vous avez des images. Tout à fait, Saïd. Donc, les Jeux méditerranéens auront lieu dans exactement 47 jours. Et là, on va revenir 47 ans en arrière pour parler de la 7e édition. Le hasard fait bien les choses. Heureusement que l'émission était aujourd'hui, pas demain. Ça aurait été compliqué pour un 46 et un 47. Et ben, je vous disais quand on allait revenir 47 ans en arrière pour parler de la 7e édition des Jeux méditerranéens qui a été organisée ici en Algérie, donc en 1975. Donc on vous laisse tout d'abord découvrir comment était Alger, comment était l'Algérie et comment étaient les infrastructures algériennes à cette époque-là. Et on reviendra juste après. Alger la Blanche ou Alger la Méditerranéenne est fin prête pour accueillir la 7e édition des Jeux méditerranéens. Le premier événement sportif de l'Algérie indépendante. Une fierté nationale et un accomplissement digne et à la hauteur de cette prestigieuse manifestation sportive. Nous sommes le 23 août 1975 en Algérie. Le stade du 5 juillet est archi-comble pour cette première journée ou pour la cérémonie d'ouverture de la 7e édition des Jeux méditerranéens. Après l'Égypte, le Liban, l'Italie, la Tunisie et la Turquie, l'Algérie abrite pour la première fois de son histoire
Une compétition de cette envergure avec la présence de 15 nations et de 2444 athlètes, la plus forte participation depuis la première édition des Jeux méditerranéens. ألعاب المودة والسلام في بحيرة الأمن والأخوة والتضامن وتدعيم السلام. Et l'Algérie frappe fort avec ses belles réalisations en termes d'infrastructures. La cité olympique d'Alger et ses installations jamais égalées depuis pour ce type d'événement. Ce qui paraissait impossible pour certains n'était qu'un projet militant pour les Algériens qui ont réussi à concrétiser tous leurs efforts pour être prêts le jour J. D'ailleurs, les installations sportives algériennes pour les Jeux d'Alger ont tellement impressionné l'ensemble des délégations étrangères que beaucoup d'entre elles ont encouragé l'Algérie à présenter sa candidature pour l'organisation des Jeux olympiques de 1984. La cité olympique est dotée à cette époque-là du stade du 5 juillet, d'une salle omnisport, d'un complexe nautique, d'un stade des sports collectifs, d'une zone d'hébergement et de restauration et d'autres infrastructures qui ont fait d'elle un réel carrefour pour le sport méditerranéen. Seule une abnégation, une résilience et un travail sans relâche permettent d'arriver à ce genre de résultats exceptionnels. Le 15 mai 1975, le ministre français des Sports, présent sur le site des travaux de la cité olympique, avait déclaré au directeur des études et travaux, Béchir Agarbi, que la finition de ce projet dans les délais du 23 août est impossible. L'ingénieur a défié le français en lui disant de revenir dans 3 mois et que tout sera prêt. Une expérience vécue pour réaliser une construction dite impossible, grâce à une attitude algérienne et une volonté de faire. Les Jeux méditerranéens de 1975, une première manifestation d'envergure après l'indépendance, admirablement réussie sur tous les plans, et dans la perspective des JM d'Oran, qu'on souhaite tout aussi impressionnant, surtout qu'il coïncide avec la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance algérienne. Au passage, on salue, vous l'avez vu à l'image, notre ami Ammar Bataroni, puisque on avait aussi vu Nordin Hani. Exactement, Nordin Hani, exactement. Donc ce sujet avait déjà été diffusé il y a quelques semaines de cela lors des J-100. De la tenue de ces JM, Sarah Delbel. Tout à fait, Saïd. Et là, je vais revenir vers ça fait plaisir de voir ces images-là, Alger, de revoir Alger d'antan. C'est pour ça que j'ai l'intention de revenir vers Abdellah. Il a failli pleurer, en tout cas. Il y avait beaucoup d'émotions. Oui, vous étiez très concentré avec le sujet, Abdellah. Ça nous rappelle d'abord notre jeunesse, hein, c'est certain. C'est ça. Donc, vous n'avez pas eu l'honneur de participer à ces JM puisque vous étiez blessé, d'après ce qu'on m'avait dit il y a quelques jours, mais vous avez assisté à l'ouverture, l'inauguration du stade du 5 juillet en 1972. Donc déjà, puisque le sujet parle en quelque sorte d'infrastructures et non pas de résultats sportifs, déjà parlez-nous de ces infrastructures-là à cette époque. Vous savez, le chantier du 5 juillet a été un chantier très très long. Il avait démarré, l'inauguration s'est faite en 72. On avait participé avec l'équipe du Maghreb, hein. On était algériens, tunisiens et marocains réunis. J'étais remplaçant à l'époque. Et puis il y avait des invités de marque, hein, la Midan, le Flamengo. Donc on a fait un tournoi. Le club de cordes, ça Delbel, on a fait un tournoi extraordinaire. Et le complexe du 5 juillet était un joyau, c'était
un des plus beaux complexes africains à l'époque. Hein. Donc on était déjà à l'avant-garde. Aujourd'hui, bon, 47 ans après, on se retrouve à organiser ces jeux-là à Oran. Les infrastructures oranaises sont également extraordinaires. On va voir les images dans quelques instants. En 75, ça a été une réussite totale. On n'avait pas tellement d'infrastructures puisqu'on avait utilisé à cette époque-là tout le complexe du 5 juillet, qui avait pratiquement tout. Le complexe Mohamed Boudiaf, c'est le stade du 5 juillet. Et ça, c'est les, pardon de vous couper, ça c'est les infrastructures actuelles d'Oran. Et il y avait la salle Harsha qui avait été utilisée. Et ça suffisait amplement à organiser. Tout a été pris en charge. Dans ce genre de... Vous parlez d'infrastructures, c'est vrai qu'on a de belles infrastructures à Oran, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour organiser des Jeux méditerranéens, il y a un volet qui est très très important, c'est le volet des transports. C'est une des chevilles ouvrières de cette organisation. Très bien, donc on va parler, Saïd, excusez-moi, rapidement de la 19e édition ferrée des Jeux méditerranéens qui aura lieu du 25 au 6 juillet à Oran. Donc en tout, on a 55 infrastructures entre hébergement, entraînement et compétition. Et il y aura 26 pays qui prendront part à ces JM avec la participation de 24 disciplines. Et on va s'intéresser à 4 stades, donc les stades de foot. Donc on aura le stade de 40 000 places, donc le nouveau stade d'Oran, le stade Ahmed Zabana, on va les voir en images dans un moment. Oui, ça serait bien. Les images. Et le stade de Mars El Hadjadj de 5400 places et celui de Sig, on l'a vu et on va le revoir dans quelques instants. Donc parlez-nous un peu de ce côté-là, des infrastructures installées récemment à Oran. Et est-ce que, pensez-vous, qu'on va réussir l'organisation de cet événement comme celui de 75 ? Voilà, comme l'a si bien dit Abdelnour, vous savez, pour réussir un événement, il y a le côté sportif, parce que c'est une manifestation sportive, c'est ça le plus important, mais il y a également des choses qui accompagnent. Et là, Abdel a cité le transport, il faut aussi parler de l'hébergement, parce qu'on ne va pas héberger seulement des compétiteurs, des athlètes, il faudra aussi héberger les officiels, il faudra héberger les invités, il faudra héberger les accompagnateurs, il faudra héberger les journalistes étrangers qui vont venir. Donc ça demande une infrastructure, il faudra une coordination, il y aura des moyens de communication importants parce que cet événement sera diffusé dans le monde entier, contrairement aux Jeux méditerranéens 75, dont la diffusion était restreinte. On fait confiance à toute la population d'Oran pour justement pour la bonne tenue de ces JM et aussi au comité d'organisation. Merci Sarah Delbel pour cette rubrique. À dimanche prochain, Inch'Allah. Farid, merci d'être venu et toujours présent dans notre cadre. Juste avant de vous quitter, je voudrais présenter mes condoléances à la famille de M. Mokhtar Miloud, qui était ancien joueur de Sol Razlan, puisqu'on en avait parlé tout à l'heure. On devait faire un reportage sur Sol Razlan, qui était ancien président de Sol Razlan également à l'époque où Zouba. Donc mes condoléances à toute sa famille, à la famille sportive. Toutes nos condoléances. On arrive au terme de cette émission. Merci à toute l'équipe technique, à la réalisatrice Amal Ben Batouch, Youssef Issad, notre rédacteur en chef Mokhtar Hamani et toute l'équipe des journalistes. On vous donne rendez-vous à dimanche prochain. Restez branchés sur Canal Algérie.